merci beaucoup à toutes et à tous d'être ici. Mon nom est Luc Allers, je représente la Fondation Léopold Meyer. Et j'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui deux personnes qui sont, chacun de leur point de vue, je pense, on peut dire des insiders de la question de la régulation. On commencera donc la soirée par Benoît Lallemand, qui est ici et qui représente ici Finance Watch, qui est soutenu par la Fondation Meyer et qui est lui-même ex-secrétaire général de l'association. Enfin, c'est pas une association d'ailleurs, c'est une ONG, oui. Et actuellement directeur du développement stratégique. Et Finance Watch, il vous l'expliquera bien mieux que moi, mais Finance Watch a cette particularité de travailler directement là où se décide finalement une grande partie de la régulation en Europe, c'est-à-dire à Bruxelles. Et donc, il nous vient de Bruxelles. Et je pense que ça, c'est un point de vue qu'on n'entend pas si souvent que ça en Suisse, parce qu'on est un peu déconnecté finalement des enjeux bruxellois. Mais pourtant, ce qui se décide à Bruxelles a aussi une influence sur la Suisse et vice-versa. Et donc, je pense que c'est un des enjeux de cette soirée, c'est justement de comprendre que ce qui se passe en Suisse est important pour le monde, mais ce qui se passe dans le monde est aussi important pour la Suisse. Et ça, je pense que c'est quelque chose auquel la Fondation tient beaucoup, c'est ce dialogue. Et il nous expliquera, en gros, comment éviter une prochaine crise financière. Et donc, on lui laisse le soin de nous expliquer. Le second intervenant sera Monsieur Martin Ronner, qui nous fait aussi la joie d'être ici. Et il est donc le président de la direction de la Banque Alternative Suisse. C'est la première fois qu'on reçoit un CEO, je crois, à l'espace Dickens. C'est vraiment merci beaucoup. Non, mais je le dis aussi sérieusement, c'est-à-dire que quand même la Banque Alternative a répondu à l'invitation et nous envoie son directeur pour parler aussi de régulation financière, ce qui est quand même aussi quelque chose à saluer, parce que ce n'est pas toutes les banques qui répondent de la même façon à ce type d'invitation. Et il nous parlera donc de réguler les banques, mais comment ? Et ça, c'est aussi une question à 1000 francs, auquel on se réjouit d'avoir la réponse. Sans autre, je crois que je donne la parole à Benoît. Oui, je devais quand même vous dire que la Fondation Léopold Meyer participe à l'espace Dickens, qui est donc un espace associatif. Il y a d'autres associations, et ce cycle de conférences a lieu chaque mois. Chaque mois, il y a donc une conférence. En 2017, ça va continuer. Le programme sera très prochainement publié sur la page web. Et nous continuerons avec les chemins d'une autre économie durant le printemps. Et à partir de l'automne, nous joindrons au cycle Autrement ça va avec d'autres lieux et nous parlerons de voyager autrement, donc en écho à l'année internationale du tourisme, mais aussi aux problèmes qui se posent sur la mobilité et les migrations. Voilà. Merci beaucoup d'être venu et Benoît, c'est à vous. Merci. Bonsoir, bienvenue à tous. Ça fonctionne bien au niveau du son comme ça, quand je parle comme ça ? Et donc merci à la Fondation Charles-Léopold Meyer de nous accueillir ici et aussi de nous soutenir. Donc la Fondation nous soutient depuis 2010, donc même la phase projet de Finance Watch. On fonctionne uniquement sur une partie de subsides publics qui viennent de l'Union européenne et sur le soutien de fondations comme ça, en plus du soutien d'un public général. Qui avait déjà entendu parler de Finance Watch avant de venir ici ? Soyez honnête, hein, ouais. Pas surprenant. Donc on est en Suisse, donc on va dire que c'est pour ça. Mais effectivement, à mon avis, une des raisons, c'est que donc on a été créé en 2011 dans les retombées de la crise financière, à un moment où donc il y a une volonté de réglementation, on va en parler, et beaucoup de gens se sont rendus compte à ce moment-là, y compris des élus politiques, qui n'avaient pas de contre-pouvoir dans ce secteur-là. Donc dans le domaine de l'environnement, depuis longtemps, on a des ONG même assez puissantes qui comprennent également des avocats et des gens qui ont un discours très technique qui essayent d'influencer la législation. Dans le domaine de la loi du travail, on a depuis des décennies des syndicats qui, de nouveau, font aussi un travail très technique d'influencer la législation. Je pourrais continuer. Dans la finance, il n'y avait pas ça. Et sûrement pas sur les 30 dernières années, où les acteurs financiers privés ont pris une importance et ont acquis un pouvoir assez démesuré. Et donc, on a des parlementaires, y compris européens, qui disaient... Donc, on est en 2011, la traduction de l'agenda du G20 commence à arriver à Washington et à Bruxelles via des propositions de loi qui sont discutées et amendées par les parlementaires.
Et un parlementaire disait, typiquement, sur une proposition de loi, j'ai 100 réunions avec des parties prenantes, du lobbying, donc des réunions de lobbying. Et dans la finance, j'ai, vous dites 98 ou 98 en Suisse, je ne sais plus. Ah, c'est bien, c'est comme nous, je suis belge. Donc on est basé à Bruxelles. Et donc 98 réunions avec des parties prenantes de l'industrie financière privée, donc des lobbyistes du secteur privé, et 2 réunions avec peut-être un syndicat, peut-être une ONG, par exemple environnementale, qui voit un lien indirect avec la finance, mais qui, malgré leur bonne volonté, n'ont pas le niveau technique pour faire face ou déconstruire le discours en face. Donc ça, c'est un petit peu la genèse de Finance Watch. Et donc, vous comprenez que historiquement, on a été créé pour fournir très très vite un contrepoids au lobby financier privé dans la réglementation financière, et que ça, c'est un boulot assez technique. Et donc, effectivement, c'est pour ça que dans la genèse de notre ONG, on est en train de changer ça de façon radicale maintenant, après 5 ans. On n'a pas été orienté immédiatement vers le grand public, même si on a quand même une petite notoriété dans certaines capitales plus que d'autres, mais voilà. Ça, c'est un petit peu la genèse et l'histoire. C'est aussi pour ça qu'on a une petite spécificité, c'est que l'ONG a été créée en recrutant des gens qui venaient du secteur financier. Donc moi, j'ai passé 10 ans dans le secteur financier. Alors, la belle histoire, c'est souvent de dire qu'on était du mauvais côté de la force et qu'on est passé du bon côté de la force après la crise. Dans mon cas, ça ne marche pas parce que j'avais déjà des fortes convictions d'intérêt général, on va dire, en tant qu'étudiant, etc. Et on peut dire que je me suis retrouvé dans la finance un peu par hasard. J'y suis quand même resté 11 ans, où j'ai appris plein de choses sur le secteur financier, sur le terrain. Et donc pour moi, quand Finance Watch a été créé, j'ai été une des premières recrues et c'était un petit peu un rêve, parce que ça me permettait d'allier des convictions d'intérêt général très fortes et une expérience acquise de façon un peu douloureuse pendant 11 ans dans le secteur financier. Voilà. Donc effectivement, le staff est composé soit de gens qui viennent du secteur financier, soit des journalistes financiers, soit des gens qui ont même fait du lobbying pour des financiers à Bruxelles. Voilà. Alors, qui pense parmi vous que la finance, c'est intrinsèquement quelque chose de complexe? Vous pensez, vous levez la main. Est-ce que c'est intrinsèquement un domaine complexe, une industrie complexe, etc. C'est quoi, moitié-moitié à mon avis, c'est pas représentatif, parce que beaucoup de gens pensent effectivement, et c'est un des grands obstacles, et c'est ce qui fait aussi que jusque récemment, il n'y avait personne qui s'engageait, à part les banques elles-mêmes ou les marchés financiers elles-mêmes, les fonds de pension eux-mêmes, dans le débat sur la finance, et que ça a l'air très complexe. Alors, juste rapidement, et puis Martin nous dira si je suis beaucoup trop schématique, je pense que c'est peut-être un des domaines les plus simples. Je veux dire, construire des ponts, c'est très compliqué, on le sait. Et heureusement qu'il y a des experts qui font ça. Et je ne suis pas sûr qu'on a tous besoin de comprendre comment on construit un pont qui ne s'écroule pas. La finance, c'est beaucoup plus simple, c'est aussi parfois beaucoup plus crucial. Donc, il y a une gestion d'argent. Alors maintenant, c'est de l'argent, ça aurait pu être un moyen d'échange avant. Donc, il y a de l'argent. On en a ou on n'en a pas, donc c'est ça, ce plus ou moins. Et puis ça évolue dans le temps. Il y a des moments où on en a un peu plus, il y a des moments où on en a un peu moins. Et donc, et la finance, c'est simplement ça. Alors, on voit bien que comme il y a de l'argent, on en a ou pas, et ça évolue dans le temps, il faut des transferts. Donc il y a des endroits où il y a un peu trop d'argent, et donc idéalement, on va essayer de les transférer là où on en a besoin. Et on voit bien qu'il y a il y a un risque qui se glisse là-dedans, évidemment, puisque si on fait un transfert d'argent de l'endroit où il y en a un peu trop à l'endroit où on en a besoin, dans le modèle où on dit que cet argent doit revenir, il y a un modèle évidemment de don où l'argent ne va que dans un sens, si l'argent doit revenir, il faut gérer le risque, parce qu'on n'est pas sûr qu'il va revenir, vu que tout ça se passe, c'est une réalité humaine, et donc il y a le temps qui passe, et on n'est pas sûr qu'à un moment la personne à qui on a prêté, ou l'entreprise, va pouvoir le rendre, et donc il y a des mécanismes de gestion du risque. Par exemple, c'est une des bonnes explications pour un taux d'intérêt qui permet de garantir qu'on couvre le risque qu'on prend, qui est le risque qu'on ne retrouve jamais son argent. Après, il y a certaines philosophies ou religions qui disent qu'on ne peut pas faire ça, qu'on ne peut pas demander de l'intérêt, parce que si on est déjà celui qui a trop, entre guillemets, et qu'on prête à celui qui n'a pas, on n'a pas le droit, en plus, de lui demander un intérêt. Alors après, on pourrait discuter sur le fait que la valeur de l'argent évolue, donc il faut peut-être au minimum que la personne retrouve la valeur équivalente. Donc c'est des sujets intéressants. Et d'ailleurs, c'est quand on rend la finance très très simple qu'on rentre dans des sujets vraiment très intéressants. Parce que ce qu'on comprend aussi, on en a ou on n'en a pas, ça veut dire que de façon très très large, la finance joue un rôle crucial dans la distribution de la richesse dans la société. D'accord ? Alors, juste encore un mot là-dessus, c'est que quand on voit ça, c'est aussi important de comprendre, et c'est d'autant plus important que ça va à rebours de 30 ans d'idéologie
de déréglementation de la finance, mais soyons clairs, qui fait partie prenante d'une idéologie néolibérale, et qui a amené à une définition de la finance ou du système financier comme uniquement les acteurs privés. En fait, si on regarde ça, on voit que la finance au sens large, et je ne demande pas qu'on se mette à la considérer comme ça, mais ça inclut non seulement clairement les banques publiques, et aussi le système de pension public, ce qu'on appelle le premier pilier, ça c'est clair, qui se sont réduits, mais de façon générale, ça inclut aussi le bilan des gouvernements, des États, donc la balance sheet, c'est-à-dire en gros leur budget, puisqu'on voit bien que la façon dont ce budget est alimenté ou pas, est redistribué ou pas via des services publics, via la sécurité sociale, etc., joue un rôle énorme dans la distribution des richesses. Et par ailleurs, l'explosion en taille du système financier depuis 30 ans est largement due, pas au fait que tout d'un coup on a eu des cow-boys qui se sont dit on va créer des marchés énormes, non, elle est due à des choix de fiscalité qui ont redistribué massivement l'argent en gros du monde du travail vers le monde du capital. Donc, comme vous le savez, dans l'idéologie dans laquelle on est depuis 30 ans, et dont on n'est pas tout à fait sorti, il faut laisser les entrepreneurs ou éventuellement les gens qui ont des grandes fortunes faire encore plus d'argent, il faut leur laisser les mains libres, etc. Et après ça, alors en français, du coup, ça redégoulinera, mais ça va pas être joli, c'est que ça va ricocher après magiquement sur tout le monde, et tout le monde va en profiter, et ça va redistribuer. Évidemment, c'est pas ça qui se passe, c'est qu'effectivement, on a un transfert massif de richesse qui va grossir le système financier privé. Donc c'est juste pour dire aussi que c'est important d'avoir cette notion d'élargir le champ par rapport au secteur privé. Et pour prendre un exemple par rapport à ça, si vous êtes à Paris quand on parle des objectifs du climat, ou en Éthiopie quand on a voté l'année passée les objectifs du développement durable, la question qui revient tout le temps, c'est oui, mais il va falloir financer ça. Comment on va éradiquer la pauvreté, comment on va comment on va opérer la transition énergétique, il faut le financer. Et la réponse immédiate, c'est les gouvernements sont banqueroute, désolé pour le français, donc je crois que c'est ça, ils sont banqueroute, en tout cas ils n'ont plus d'argent, ils ne peuvent plus emprunter parce que c'est mal, et donc c'est le secteur financier privé. Et donc, alors ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous, ou pour cette discussion ici, c'est que du coup beaucoup d'ONG qui sont investies dans le développement ou dans le climat se disent c'est le secteur privé, la finance, mais c'est quoi ça et comment ça fonctionne et comment on va s'assurer du coup qu'ils financent, là je pense que Martin aura beaucoup de choses à dire. Comment est-ce qu'on... Parce qu'en fait, c'est une très mauvaise nouvelle, ça. Si vous êtes à Paris pour le climat ou en Éthiopie et que vous dites donc, ce qui est crucial maintenant, on s'est tous mis d'accord sur des textes très ambitieux et très politiques et tout ce que vous voulez, c'est comment on va le financer, c'est la question de fond. Si à ce moment-là, on vous répond c'est les banques privées, les fonds de pension privés, les marchés de capitaux, c'est une mauvaise nouvelle. Je pense qu'on s'en rend compte. Donc, voilà, on pourra revenir là-dessus. Alors... Malheureusement, vous ne voyez peut-être pas assez bien ce que c'est. Ce que je vais dire sur ce slide-ci, c'est que on sera en 2017 l'année prochaine, donc on s'approche maintenant des 10 ans, en tout cas du début de la crise financière. Je pense que si en 2007-2008, quelqu'un avait envisagé le scénario qui est que finalement, on ne va pas tellement réformer la finance, ou en tout cas on va se planter, on ne va pas y arriver, donc l'économie va rester dans une situation difficile, l'analyse classique à ce moment-là, ça aurait été de dire donc la population va être frustrée, les gens vont commencer à avoir peur, et ça risque de favoriser ce qu'on voit évidemment maintenant, c'est une montée de certains personnages politiques qui ne sont pas tout à fait ceux qu'on souhaiterait, enfin en tout cas de mon point de vue, qu'on souhaiterait voir avec des solutions très faciles, et en gros un populisme qui malheureusement aujourd'hui est un populisme de droite. Donc je pense qu'en partie, ce qui se passe aujourd'hui n'est pas totalement déconnecté de ce qui s'est passé il y a 10 ans ou de ce qui ne s'est pas passé entre les deux, c'est-à-dire reprendre la finance en main, puisqu'elle a pris un rôle tellement important dans la façon dont la société et dans l'économie sont organisées. Alors, ça en fait on avait fait à l'anniversaire, si on peut dire, des 5 ans de la chute de Lehman Brothers, et donc on avait juste conceptualisé un petit peu ce qu'on a appelé un cycle du statu quo. Donc on part au-dessus de la crise qui était en l'occurrence la crise de 2008, avec donc des impacts assez désastreux pour l'économie réelle et pour les citoyens, donc le taux de chômage qui explose, les inégalités qui explosent, les entreprises qui ferment, etc. Ensuite, on a une réaction politique toujours assez forte, en parole c'est toujours assez facile, et donc plus jamais ça, on a des gens très conservateurs qui ont dit la réglementation light touch, donc la réglementation légère, c'est fini. Donc il y a même certaines personnes qui ont dit mais c'est le néolibéralisme qui est mis en question, c'est la fin du paradigme. Il y en a même qui allaient plus loin en disant c'est la fin du capitalisme, etc. Donc ça c'était la réaction politique ou intellectuelle qui a duré un temps.
Ensuite, on a un processus de réglementation. Et donc là, c'était 5 ans après, on a fait un petit peu une évaluation de là où on était du point de vue en fait, de la mise en acte de ces paroles très fortes de plus jamais ça. Et là, on va y venir dans une seconde. Le problème, c'est qu'à partir de là, le processus est totalement dominé par l'industrie financière. Donc dès que les politiques ont fini de faire des grands mots qui n'engagent à rien d'ailleurs, et qu'on passe au niveau, notamment à Bruxelles, via le Parlement, la Commission et le Conseil, ça devient très difficile de comprendre ce qui se passe. Et ensuite, donc, on revient ici à la source pour nous, qui est que, à la source du fait qu'on reste dans ce statu quo, on a 30 ans de déréglementation, de financiarisation, qui font que les acteurs financiers ont pris une place totalement démesurée et ont une influence totalement démesurée sur les gouvernements. Et juste pour être clair rapidement, leur influence est beaucoup plus grosse sur les gouvernements nationaux qu'à Bruxelles. Donc là, je vais dire quelque chose que le jeune activiste que j'étais il y a 15-20 ans n'aimerait pas entendre, c'est que dans le domaine de la finance en tout cas, il faut se rendre compte que les propositions de loi, c'est la commission dans le fonctionnement européen, c'est la commission qui propose des textes de loi. Ça ne veut pas dire que les autres ne les voient pas, hein, mais en tout cas c'est eux qui sont une force de proposition. Ensuite, les corps plutôt législatifs ou démocratiques qui sont le Parlement européen et le Conseil, donc qui représentent les États membres, font des commentaires et toutes sortes d'amendements aux textes proposés par la Commission. Si on avait dû s'en tenir au texte proposé par la Commission, la finance aurait été réglementée de façon beaucoup plus ambitieuse que ce qui est arrivé maintenant. Alors je vais remonter encore plus à la source avant, mais il faut comprendre que la façon dont ça s'est passé, presque systématiquement sur chaque dossier, c'est que la Commission propose un texte relativement ambitieux, alors selon nous pas du tout assez ambitieux, mais relativement ambitieux, et ensuite presque systématiquement, le Parlement européen a renforcé ces textes, donc a monté la barre de l'ambition. Et donc en parallèle, vous avez les négociations au Conseil qui sont les États membres indirectement, donc indirectement les ministres des Finances et leurs représentants à Bruxelles, ont détricoté ces textes en mettant toutes sortes de trous dedans, en les affaiblissant directement en écoutant leurs champions nationaux. Donc cette industrie financière, elle est beaucoup plus forte dans les capitales. Et donc à Bruxelles, on a en fait ces chefs d'État, en gros, qui détricotent la réglementation financière. Et alors, et c'est là qu'on voit les résultats en Angleterre ou la montée du populisme, qui reviennent dans leur capitale et qui disent « Désolé, ça c'est l'Europe, qu'est-ce que vous voulez, on peut rien y faire, c'est le jeu européen ». Donc ça c'est particulièrement malhonnête, parce que la réalité, c'est que premièrement, soyons honnêtes, l'Europe, ce sont les États membres. Comme je viens de le dire, la Commission et le Parlement ont un certain pouvoir, mais très très limité par rapport aux États membres. Et dans la réglementation financière, ce sont eux qui systématiquement ont détricoté. Donc ça je trouve, c'est un message. Alors je ne dis pas qu'il faut forcément être pro-européen, et de nos jours, ça devient un petit peu... Il faudrait se protéger si je disais ça maintenant, mais la réalité dans la réglementation financière, je vous le dis, c'est un fait, c'est qu'on serait beaucoup mieux si c'était cette fameuse bureaucratie européenne qui avait eu le dernier mot. Ce serait beaucoup mieux que si les États membres s'en étaient mêlés, comme ça a été le cas. Alors, en gros, pour moi, on est ici, donc on est à la source du statu quo et on est reparti pour un tour. Hein. Donc la prochaine crise financière, c'est pas moi qui le dis. Si vous lisez les journaux, il y a beaucoup d'indicateurs qui sont en rouge et qui montrent qu'on a des bulles qui se créent à gauche, à droite. On a une politique monétaire dont on parlait il y a une minute, qui est un petit peu irresponsable, donc d'argent bon marché injecté sur les marchés financiers. Donc on risque de repartir de ce côté-là. Alors la bonne nouvelle, c'est que le titre que je viens d'inventer, d'ailleurs le titre de la présentation, qui est « Comment éviter une crise financière », vous verrez que c'est très simple. Je ne vais pas vous faire un discours d'économiste très compliqué. Je pense qu'il s'agit beaucoup plus d'un rapport de force si on veut éviter la prochaine crise financière que de solutions très compliquées d'économistes géniaux qui vont nous donner un truc. C'est pas ça. C'est un rapport de force, et je pense que les populations l'ont très bien compris. Et c'est ce qui fait qu'elles soutiennent des gens qui proposent un rapport de force différent, qui sont des grands menteurs en réalité, mais bon, ça c'est un autre problème. Alors rapidement, en fait, ça c'est ce qu'on a fait. Il y a un site qui s'appelle tubemap.eu, donc vous pouvez aller le voir, tubemap.eu, donc tubemap du coup en français, je ne vois pas ce que ça donne, mais en gros c'est le trajet d'un métro. Et donc ça c'est comment la réglementation européenne est faite. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'il y en a pour une heure, mais c'est simplement pour vous expliquer. Donc il y a des consultations publiques, techniques. Ça ce sont tous les éléments techniques officiels. Donc vraiment les arrêts de la réglementation, là où il se passe quelque chose. Ce qu'on ne voit pas ici, c'est le plus important, qui sont des réunions informelles, d'accord, en tête-à-tête, où on discute, y compris dans les capitales, entre un CEO d'une grande banque et un ministre des Finances. Mais aussi à Bruxelles, donc ce sont des tonnes de réunions que nous faisons aussi d'ailleurs, hein, donc qui sont des réunions informelles où on discute avec du staff, et les réunions les plus utiles sont des réunions avec le staff qui tient le stylo
et qui est en train de travailler sur la réglementation et qui va changer un mot ou un autre mot. Ça, c'est le plus utile. Mais en tout cas, dans ce processus officiel comme dans le processus informel, en fait, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que c'est un processus tellement complexe et tellement long que pour le suivre et avoir une influence, il faut des ressources phénoménales. Donc nous, on fait ce qu'on peut, mais on est obligé. Vous faites ça fois 40 parce qu'il y a eu 40 textes de réglementation financière. Il faut plusieurs staffs à temps plein pour suivre chaque dossier à chaque étape, quoi. Et chaque étape est très importante. Donc vous pouvez, au dernier stade ici, détricoter tout ce qui a été fixé ici. Donc à chaque étape, il faut être très attentif parce que vous avez une armée de lobbyistes à Bruxelles qui s'assure de détricoter les petites choses qu'il faut détricoter. Alors ça, c'est simplement, vous vous en doutez, mais il y a des universitaires en fait qui se penchent sur ce que je viens de dire, qui est l'influence totalement démesurée de l'industrie financière sur le processus et qui mesure le degré d'implication des différents acteurs dans le processus de réglementation financière, principalement via des consultations et des lettres envoyées à ceux qui s'occupent de la réglementation. Et on voit que effectivement l'industrie financière réglementée est tout à fait dominante. Et juste après vient le reste du secteur financier, qui est la partie du secteur qui n'est pas encore réglementée. Ensuite, on a un peu moins l'économie réelle, donc le business, qui parfois intervient aussi, souvent à la demande ou en complicité, si je puis dire, avec le secteur financier. Et ensuite, on a des acteurs comme les syndicats, les consommateurs, des ONG, qui ont un rôle beaucoup plus léger. Alors rapidement maintenant, je vais passer... Est-ce qu'on en est plus ou moins au niveau timing ? 5 minutes. Bon, alors, donc l'idée, il y a 2 ans, quand on a fait cette réflexion par rapport aux 5 ans après la crise, c'était de dire le problème, enfin, comme je l'ai dit, il faut, pour sortir de ce status quo, la seule façon, c'est de vraiment avoir une autre approche, donc pas simplement d'argumenter techniquement pour s'assurer que l'intérêt général soit préservé, il faut vraiment une autre approche. Et pour cette approche, on a lancé un projet qui s'appelle le tableau de bord citoyen de la finance, que je vais vous présenter rapidement, qui sera très bientôt d'ailleurs traduit en français, donc vous pourrez voir ça en français. Et donc pour le moment, il y a un site web de démonstration de ce projet, qui du coup malheureusement s'appelle Citizens Dashboard of Finance. Je laisserai des cartes de visite sur laquelle il y a le nom du site. Je serais très intéressé à ce que vous nous donniez du feedback là-dessus. Et donc, le tableau de bord citoyen de la finance, c'est l'idée, dans la suite de ce que je vous ai dit, de dire ce qui s'est passé en 2008, là où on a raté le coche. C'est pas tellement qu'on n'a pas voulu faire de la réglementation, parce qu'il y en a eu, mais c'est qu'il n'y avait pas assez de gens qui étaient convaincus qu'il fallait vraiment une transformation, qui se parlaient, qui étaient dans une coalition et qui ont pu influencer. Donc ce qui s'est passé en 2 mots quand même, c'est que le G20, qui est le groupe des ministres des finances des 20 pays les plus développés, les plus puissants économiquement, se sont réunis pour dire « Ok, il y a une crise, comment est-ce qu'on fait pour réglementer ?» C'est là qu'il fallait être, parce qu'ils ont fixé l'agenda. Quand ça se passe après, donc ça se passe en fait avant le tube map que vous avez vu, c'est quand on fixe l'agenda. Et c'est vraiment là qu'il faut être, c'est quand on dit quelle est l'ambition. Bon, et là, on a un mot, effectivement, les seuls qui sont capables d'être là et qui ont de l'influence sur les chefs d'État et gouvernement, c'est clairement le secteur financier. Et donc, pour la faire très rapide, l'ambition, enfin, là où c'était complètement raté, c'est que l'ambition, ça a été comment est-ce qu'on fait pour que le secteur financier ne fasse plus de mal à la société. Donc c'est la question négative, au lieu de dire comment est-ce qu'on fait pour remettre le secteur financier au service de l'économie et de la société. Ce qui est la vraie question, évidemment. Et donc, en un mot, pour prendre une métaphore, vous avez des tsunamis, donc, qui sont des énormes pertes financières, qui sont ce qu'on appelle les crises financières, et qui arrivent qui finissent par arriver sur les villages côtiers, qui sont les citoyens. Et donc, quand on se prend la vague, c'est nous qui avons pris le choc. Donc, il y a eu plus de 1 trillion, donc 1000 milliards d'euros qui ont dû être injectés dans le système financier, sous forme de prêts, sous forme de garanties, etc., sans rentrer dans le détail. Et donc, pour plus qu'on se prenne la vague, l'idée, c'était de dire, bon, on va essayer de créer des digues. Bon, n'importe qui sait que ça ne marche pas, là. Pour éviter un tsunami, et la digue, ça ne fonctionne pas. Il n'y a aucune digue qui tient. Alors, je pourrais rentrer dans la métaphore, dans l'histoire des digues, qui sont plus de fonds propres, plus d'investisseurs, donc les fonds propres, c'est les actions, plus d'investisseurs qui, du coup, mouillent la chemise quand il y a un choc, qui absorbent, etc. Mais de toute façon, la vraie question dans cette métaphore, c'est que si vous aviez l'occasion d'aller à la source de ces tsunamis, qui sont en fait des volcans sous-marins géants, qui sont des banques trop grosses pour faire faillite, si vous pouviez aller là et les désactiver, c'est ça qu'il faut faire, évidemment. Parce que ça fonctionne. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est juste une histoire, une métaphore, c'est que ces banques trop grosses pour faire faillite, contrairement aux volcans sous-marins qui créent les tsunamis, on peut les changer. Ils ont été créés par l'être humain et on peut très bien les décréer ou les changer. Et c'est comme ça qu'il n'y aura plus de tsunami. Donc ça aurait été l'ambition, c'est de dire quelle est la source de ces chocs.
plutôt que de dire on va juste essayer de faire des murs autour. Ils continuent à faire ce qu'ils veulent, mais on va s'assurer qu'ils ne fassent plus du mal. Ça ne marche pas comme ça. La métaphore du tsunami, c'est ça, c'est que ça ne marche pas. Une fois que le tsunami arrive, on ne sait rien faire. Donc, le seul moyen, c'est de voir ce qu'ils font. Donc on a posé les mauvaises questions. Donc l'idée ici rapidement, parce qu'on pourra développer plein de points après si on veut, c'est de dire, et si la prochaine fois, tous ces gens politiques, experts, régulateurs, etc., disent, j'espère qu'ils le feront d'ailleurs, parce que si maintenant donc on a une prochaine crise financière, ils devraient prendre les clés de la réglementation de la finance et dire, désolé, on est hopeless, quoi, on a vraiment été nuls, on ne sait rien y faire, donc qui veut les prendre, donc, qui veut tenter le coup? Et donc l'idée du tableau de bord, c'est un peu en forme de défi, c'est de dire, ok, on peut critiquer la finance, tous les banquiers sont véreux, on déteste la finance, je ne vais pas utiliser les gros mots, mais ça vient assez vite quand on parle de ça. Donc ça, c'est un peu facile, c'est de dire, non, mais si on vous donne les clés à vous maintenant, qu'est-ce que vous faites? Et donc ça demande de dire, mais qu'est-ce que vous attendez de la finance? Apparemment beaucoup, puisque vous vous en plaignez, et ça ne va pas. Donc l'idée de cet outil, c'est de construire une plateforme. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est une plateforme avec des parties prenantes différentes, donc pas seulement des ONG et des citoyens, mais aussi d'inclure le monde académique, parce que le monde académique, si vous vous renseignez, a sorti des tonnes de papiers sur la finance, sa réglementation, comment faire mieux, mais ils ont malheureusement parfois tendance à être un petit peu déconnectés, et en particulier déconnectés du processus législatif. Donc c'est de les amener sur cette plateforme. Et aussi ce que nous on appelle des pionniers, alors là vous en avez un très bon exemple qui va parler juste après moi, des pionniers à la fois de la finance, donc qui font déjà de la finance autrement, qui montrent qu'on peut faire de la finance autrement aujourd'hui, que ça marche et que c'est économiquement viable. Et donc c'est pas juste soit des académiques rêveurs, soit des ONG tout aussi rêveuses qui veulent changer ça, mais qu'on a des praticiens. Très important dans ces pionniers, c'est aussi des pionniers de l'économie réelle, donc des gens qui font de l'économie autrement. Et en fait, en gros, eux, ils définissent la demande d'une autre finance, et eux définissent une offre qui répond à cette demande. Donc c'est vraiment une finance dont on a besoin, mais qui interagit directement avec l'économie. Et ensuite, on a un groupe plutôt d'avocats qui sont des policy makers qui sont impliqués dans le processus législatif. Donc c'est une plateforme qu'on est en train de construire. Rapidement, vous voyez une liste de gens qui sont déjà impliqués dans ce projet, qui grossit, et dont, pour être tout à fait transparent, dont la Global Alliance for Banking on Value, dont la banque alternative suisse est membre, fait partie des premiers pionniers qui sont sur le projet. Alors, dans les quelques minutes qui me restent, rapidement, ce qu'on essaie de faire avec ce projet, c'est 3 choses. La première chose, c'est de s'entendre sur une histoire de où en est le système financier, enfin, d'où il vient aussi, donc comment on en est arrivé là. C'est aussi ce qu'on n'a pas fait en 2008. Hein. En 2008, on ne s'est pas dit, oulala, mais c'est 25 ans de déréglementation, de financiarisation qui n'ont pas marché. On s'est dit, oulala, où sont les trous? Vite, il faut mettre un peu de ciment pour boucher. Enfin, on s'est décidé de construire des murs. Donc, c'est de prendre du recul, de dire comment on en est arrivé là. Dans cette première section qu'on appelle définir, ou qui a un moment de vision, c'est aussi de dire, c'est quoi un système financier en bonne santé? Donc, où est-ce qu'on veut arriver? Le deuxième élément qui est clé, et c'est aussi pour ça que ça s'appelle un tableau de bord, c'est une liste d'indicateurs qui permet d'étayer notre vision, qui est de dire, c'est ces indicateurs qu'on utilise pour dire que le système financier ne va pas, et c'est ceux-là qu'on va utiliser pour dire qu'il s'améliore. Et la troisième partie, c'est une plateforme de solutions de changement qui permet d'amener les indicateurs là où ils sont aujourd'hui, c'est-à-dire pas très glorieux, jusque là où on veut les amener. Donc ça c'est l'idée, enfin c'est aussi la méthodologie qu'on utilise. Et donc ces indicateurs, il y en a une quarantaine pour le moment, c'est une version pilote, donc c'est pour donner une idée du champ qu'on essaie de couvrir. On a réuni des dizaines d'ONG, mais aussi certains pionniers et certains universitaires pour définir c'est quoi cette liste d'indicateurs, et ça va de la transparence du système financier, de sa puissance de lobbying, donc l'argent qu'ils investissent dans le lobbying, évidemment tout ce qui est financement de l'économie, d'une économie durable, du développement, la création d'emplois, la stabilité, pour ne pas oublier, le degré de spéculation, donc quelle est la proportion dans l'activité d'une banque de spéculation par rapport à ce qu'on peut appeler de l'investissement, etc. Et vous avez comme ça une série d'indicateurs dont une partie sont documentés totalement. Alors je vais terminer par ça pour vous montrer que quand je dis la méthodologie, c'est très compliqué, c'est chaque fois le même effet. Au début, c'est un prédit, donc ça se présente, mais ça met une demi-heure de le présenter. Donc ça se présente étape par étape, et donc on va du très simple au très compliqué. Non, ici, on commence à dire ah oui, c'est super ton projet, c'est incompréhensible. Mais donc ça explique un peu comment on met ensemble ces différents. Non, mais en fait, c'est très marrant. Quand vous partez du début, je vous jure que c'est marrant. C'est de dire on commence par mettre le système financier là, et c'est tout à fait en exprès qu'on a mis les banques centrales. On a mis le bilan des gouvernements, donc le budget des gouvernements,
dans cette partie du système financier. Et puis évidemment toute la chaîne des banques publiques, banques de développement, des investisseurs institutionnels, donc fonds de pension, banques commerciales, investissements, etc., etc. Et ensuite, donc, on a fait cet exercice sur la finance verte, donc sur le financement de la transition énergétique. Et on a commencé sur base des indicateurs à mettre ces flèches, donc, qui sont des flux financiers qui vont aujourd'hui massivement vers l'extraction et la production, la distribution d'énergie fossile. Donc c'est les flèches brunes qui viennent de différents morceaux du secteur financier via des subsides implicites ou explicites publics ou via des investissements. Donc les marchés financiers sont encore massivement investis dans les énergies fossiles, comme vous le savez. Et ici, on a défini justement ce qu'on souhaitait. Donc pour un secteur particulier, un système financier dont on a besoin, c'est où ces flèches assez fines, malheureusement, qui sont vertes, commencent à grossir. Et la dernière étape, vous ne voyez pas, parce que sinon, là, vraiment, ça vous aurait dégoûté, c'est qu'il y a dessus la troisième partie de la plateforme qui sont toutes les solutions pour chaque flèche, donc tous les moyens d'action, qui peut être une taxe sur les transactions financières, qui peut être une réglementation X, qui peut être le fait que les clients passent de leur banque actuelle à la banque alternative suisse, ce qui est à mon avis une très bonne idée, et qui font justement que du coup, ces flèches vont grossir et donc, évidemment que les brunes vont diminuer. C'est pour vous donner une idée que ce projet, c'est pas juste une série d'indicateurs comme ça, c'est se mettre ensemble et avoir ce genre de discussion. Et ma question pour vous, j'espère que une des questions que moi j'aurai pour vous, je pense que vous en aurez pour nous aussi, c'est de savoir comment le citoyen lambda peut s'impliquer là-dedans. Donc on arrive à impliquer des universitaires là-dedans, d'autres ONG qui travaillent pas directement sur la finance, ça peut être WWF ou Greenpeace qui travaillent sur le climat et qui ont bien compris qu'il y avait une partie finance, donc qui participent à ces exercices. On a certains pionniers, mais la difficulté encore aujourd'hui, alors on commence à travailler avec des outils, etc., c'est de savoir comment engager le citoyen. Parce que de nouveau, on est convaincu, et je termine là-dessus, que éviter la prochaine crise financière, la seule façon d'y arriver, c'est de changer le rapport de force. On connaît les solutions, on connaît la bonne façon de faire de la banque et de la finance, donc c'est pas ça le problème. Le problème, c'est un rapport de force. Et ce rapport de force changera que si on arrive à engager les citoyens dans ces discussions et à revenir à ce que j'ai dit, qui est que la finance est quelque chose de archi simple, vraiment archi simple. C'est prendre de l'argent là où il y en a un peu trop, l'amener là où il n'y en a pas assez, et gérer le risque, effectivement, mais c'est tout. Merci beaucoup.